la team lactée et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'affiche un joli sourire, mais on va pas se mentir, je suis un peu colère. En vrai je suis colère. Non en vrai je suis très colère. Tu vas comprendre. Alors aujourd'hui j'ai envie de revenir, un petit truc, de rien du tout. Je sais pas si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Si c'est pas le cas, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux, plus particulièrement Instagram sur lequel je suis vraiment beaucoup plus, on va pas se mytho. Et il y a pas longtemps, on a partagé dans les stories des réflexions autour du sommeil des bébés à l'été. Voilà, et j'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de retours. Et pas forcément tous des plus plaisants. On va pas se mentir. J'ai eu beaucoup de témoignages et franchement j'en ai eu certains qui m'ont fait très peur. Alors on n'est pas là pour se faire peur, hein, mais j'ai quand même eu dans le lot des retours d'enfants qui ont été hospitalisés pour des cas de déshydratation. Je vous remets le contexte. On va partir. En fait j'ai besoin de revenir sur les marchandes de sommeil. C'est vraiment le cas de le dire quoi. C'est sur ces marchands de sable, ces marchands de sommeil là qui filent des conseils aux parents pour ritualiser le coucher en posant bébé dans son lit, en lui caressant une partie du corps là comme si il allait pas s'habituer à ça, mais par contre bon bref je vous remets tout dans son contexte. On en a gros, voilà, on en a gros. Si vous avez la ref, vous la mettez en commentaire. Je vais revenir là-dessus parce que vraiment les témoignages ont été très lourds. J'ai encaissé pas mal de retours et j'ai vraiment envie qu'on parle de ces accompagnements au sommeil. Alors je comprends, la thématique du sommeil c'est quand même une thématique qui pose question à beaucoup de parents. Nous aussi, ça nous a posé question. Et ça m'agace, les marchands de sable, les marchands de sommeil, c'est le cas de le dire, qui ne sont pas clairs sur leur champ d'intervention et de compétences. C'est-à-dire, je vais expliquer que dans les retours que j'ai eus, je trouve que certains accompagnants ou enseignantes vont potentiellement, pourquoi pas, ok, pour des enfants qui seraient biberonnés et qui auraient une tétine, mais pour des bébés qui sont en allaitement exclusif, comment vous dire? Bah non, en fait, tu sais pas, tu passes le relais à une collègue qui, elle, est formée en allaitement, ou alors tu te formes en allaitement et en anthropologie, sommeil du bébé aussi, ça peut être pas mal, enfin, sommeil du bébé à l'été. Parce que il y a des choses, c'est pas possible. Dans des choses qu'on va rapporter, il y a eu des conseils à des parents de ritualiser finalement le coucher en posant le bébé dans son lit, tout en le caressant sur une partie de son corps qu'il aime pour qu'il se rendorme. Jusque là, why not? Si jamais le bébé pleure, de le prendre dans ses bras tout de suite afin de le reposer une fois qu'il sera calmé en lui caressant toujours une partie du corps qu'il aime et ainsi de suite. Pourquoi pas? Je sens que je suis pas convaincue, hein. Pourquoi pas? Mais une fois que le bébé est dans les bras, c'est-à-dire que tu l'as caressé, il s'est mis à pleurer, tu le prends dans les bras, d'accord? On te dit de ne surtout pas le bercer, de ne pas lui donner le sein. Simplement dans ce genre d'accompagnement, ce sont vraiment des techniques qui sont dites comme des faux amis, comme à prohiber, parce que ça viendrait foutre en l'air tout le rituel. Parce que le bébé pourrait s'habituer. Et donc, tomber dans un cercle vicieux de mauvaises habitudes. Déjà, tu sens que Donc, le conseil, c'est de seulement le caresser, puis de le reposer, ensuite qu'il est calme. D'accord? Je vais respirer parce que tu sens que je m'agace. En fait, j'aimerais bien que quelqu'un m'explique. Vraiment, j'aimerais que quelqu'un m'explique comment un bébé peut devenir accro au sein et au bercement, mais pas aux caresses, au portage. Je comprends pas. Il deviendrait accro à certaines choses et pas à d'autres. Non. Attendez, j'essaye. Donc tu deviens pas accro au chocolat, mais tu peux devenir accro aux pâtes. Chez moi c'est plutôt l'inverse d'ailleurs. Plutôt accro au chocolat et pas aux pâtes. Bon, ok. T'es pas accro à la neige, mais t'es accro au soleil. T'es pas accro à la marche, mais t'es accro au vélo. Mais les gars, enfin je veux dire, il y a un truc... Mon cerveau, il veut pas. C'est pas logique. Tu vas être accro au sein et au bercement, mais tu vas pas être accro au fait qu'on te prenne dans les bras ou qu'on te caresse. Enfin, je sais pas, mais moi j'aime bien que mon mec me caresse. Sincèrement. Bon, ça va, sans parler de on a compris. Non mais moi j'aime bien que mon chéri me fasse des câlins, Est-ce que j'ai des mauvaises habitudes? Moi j'aime bien sniffer mes gosses. Les prendre, leur faire des câlins, les sniffer comme ça, j'aime bien. Est-ce que c'est une mauvaise habitude? J'aime bien faire un bisou à quelqu'un. Mes meilleures amies, et pourtant j'ai une de mes meilleures amies qui n'est pas tactile du tout. Et même elle accepte que je lui fasse un câlin. J'aime bien. En quoi c'est une mauvaise habitude? Je suis dans le respect de l'autre et les autres me respectent et c'est un échange qui vient combler nos besoins tout en respectant nos limites. Donc je ne comprends pas cet illogisme de dire que l'enfant va s'habituer au sein et au bercement, par contre pas aux caresses et pas aux bras. Enfin, pas au portage. Donc du coup, si je vais dans cette logique-là, il peut s'habituer au bercement, mais du coup tu peux le prendre en portage. Bah si jamais tu avais la bonne idée de porter avec un moyen de portage, bah surtout tu ne bouges plus. Ah bah non, bah il peut s'habituer au bercement. Si tu le mets en portage et que tu bouges, qu'est-ce qui se passe? Il est bercé. Donc tu te momifies. Voilà, tu le portes mais tu te momifies. Voilà. Non mais sérieusement, réfléchissez 2 secondes avec votre crâne. C'est d'un illogisme à toute épreuve. Voilà, déjà, illogisme numéro 1. Ensuite, on continue. Est-ce qu'on peut m'expliquer comment un bébé peut se calmer si on ne stimule pas son système vagal? Alors je m'explique. Ce que permet
le bercement ou le portage. Déjà, il y a de la méconnaissance physiologique même de comment fonctionne un individu, de base. Excusez-moi, mais alors là, franchement, revoyez vos cours d'anatomie, allez faire des séances avec un chiro ou un ostéo, parce que déjà, de base, il y a un problème. Le système vagal, c'est celui qui va gérer tout le système, en fait, qui va libérer des endorphines, qui va faire qu'on se sent bien, qui va faire qu'on n'a pas de cortisol, on n'est pas en stress, etc. Et ça, c'est stimulé souvent par le système vagal. Et le système vagal, l'intégration primordiale des réflexes archaïques, que vous soyez adulte ou chez les enfants, il y a un exercice qui consiste à, la personne est allongée et vous prenez au niveau des chevilles et vous faites des à-coups avant-arrière. C'est comme ça. Oui, oh non, ça va encore. Hein. C'est avant-arrière. Et donc la personne, elle est secouée, si vous voulez, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ça va venir stimuler tout le long de la colonne le système vagal pour justement permettre une détente de la dite personne qui est accompagnée. Mais c'est exactement ce que permet le portage ou les bercements. C'est-à-dire qu'on va venir. Pourquoi est-ce qu'on berce? Pourquoi est-ce qu'on a toutes ces vidéos de maman là, vous savez? Il y a des vidéos qui sont très drôles. On voit la maman qui est en train de bercer le transat ou le cosy, mais en fait elle a son enfant dans les bras, elle fait les deux, puis à un moment donné, elle ne sait plus où est son enfant. Mais parce que c'est quelque chose qu'on fait naturellement. D'ailleurs, vous le voyez quand on a eu un enfant ou quand on est dans une file d'attente, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On a tendance à faire ça. Qu'est-ce qu'on fait? On stimule notre système vagal parce que peut-être à ce moment-là, c'est compliqué pour nous d'être debout, on a un peu des douleurs dans le dos, etc. Donc, comment est-ce qu'un enfant peut se calmer? Comment est-ce qu'on peut accompagner un enfant dans la détente si on ne stimule pas son système vagal? Je veux dire, c'est juste de la mécanique du corps humain. Ça aussi, c'est pas logique. Donc, un cercle est un carré est un... Je vais me détendre, mais ça m'agace. Alors, sans parler de la fameuse compréhension de bébé. Hein. Alors, à moins que j'ai passé, ne pas avoir assez bien potassé mes cours de développement du cerveau, mes cours de développement de l'enfant, et Dieu seul sait si j'en ai bouffé en étant éducatrice spécialisée, il me semble pas avoir appris que le cerveau d'un bébé entre 0 et 6 mois, même un peu plus, était capable de comprendre qu'il doit dormir seul, juste en étant caressé ou dans des bras fixes. Je crois pas. Et la notion de mauvaise habitude, alors parlons-en. Excusez-moi, mais Catherine Dumonteil-Crémer, Isabelle Filiosa, Catherine Guéguen, je crois que les deux s'appellent Catherine d'ailleurs. Enfin, tous ces gens-là qui sont spécialisés en neurosciences de l'enfant et du bébé, enfin, ça vous dit quelque chose ou pas? Alors, sans parler, je vous donne d'autres références, hein, comme ça, si jamais vous tombez par là et que vous avez envie de vous lancer dans l'accompagnement au sommeil. Et pour en revenir à ces histoires de mauvaises habitudes, un enfant ne peut pas développer des mauvaises habitudes, ce n'est pas possible. Un enfant, il répond à ses besoins, un bébé, il répond à ses besoins, mais en fait, toute personne répond à ses besoins. Les personnes qui sont très tactiles, moi je suis extrêmement tactile, je suis extrêmement câlin, j'ai besoin de cette proximité avec les gens que j'aime, et je vous dis, même ma meilleure amie qui n'est pas très tactile, voilà, elle le comprend et je respecte ses limites, mais elle respecte aussi mon besoin. C'est pas une mauvaise habitude, c'est qu'on vient répondre à un besoin. Moi, je sais pourquoi je suis comme ça profondément par rapport à mon histoire, je sais pourquoi je suis profondément comme ça et pourquoi j'ai ce besoin d'être aussi tactile avec les gens. Et on n'a pas de mauvaises habitudes. D'ailleurs, moi, on va dire que je suis quelqu'un d'affectueux, on va dire que je suis quelqu'un de tactile, on va dire, mais à aucun moment, il y a personne qui va venir me dire c'est de sacrées mauvaises habitudes que t'as, que de venir faire des câlins aux gens que t'aimes, là, demander des bisous, à faire des câlins. Jamais personne va me dire que j'ai une mauvaise habitude. On va me dire que je suis affectueuse, que je suis tactile. Pour ceux qui aiment pas, ils peuvent dire que je suis collante, pourquoi pas, mais on va pas me dire que c'est une mauvaise habitude. Si on ronge ses ongles, alors ronger ses ongles, c'est une mauvaise habitude. C'est pas une mauvaise habitude. Si on ronge son ongle, c'est qu'il y a une raison derrière. On vient répondre à un besoin ou à quelque chose qui vient nous percuter. On n'a pas, même nous, adultes, de mauvaises habitudes. C'est pas vrai. Ce qu'on fait, même si c'est pas bien, même si c'est une mauvaise habitude, on le fait parce qu'il y a une raison derrière, il y a un besoin, ça vient toucher quelque chose chez nous. Donc voilà. À aucun moment chez un adulte on va venir lui dire, alors si on va dire que c'est une mauvaise habitude, mais ceux qui disent ça c'est parce qu'ils vont pas chercher plus loin en fait. Et si on va chercher plus loin, on s'aperçoit que ce qu'on fait qui est censé être une mauvaise habitude, et ben en fait ça va venir combler quelque chose. J'ai la mauvaise habitude de manger du chocolat quand je suis stressée. Donc est-ce que c'est une mauvaise habitude? Ou est-ce que je viens chercher quelque chose dans le chocolat qui répond à un besoin précis du moment où je suis en train de le manger? Et l'enfant, il n'a pas encore développé sa neurologie pour faire le ratio entre on me porte et je vais pleurer pour qu'on me porte parce que j'aime ça. Non, on est des marsupiaux, c'est-à-dire qu'on on fait partie de la famille des primates, des kangourous, des koalas. On est une espèce qui portons nos petits.
On est fait pour ça. Porter l'enfant, ça a beaucoup d'impact dans le sens où quand un bébé est porté, il est porté hein, sur le dos, dans les bras, et parce qu'il est en sécurité du danger. Le sol est un danger. Je repense comme ça vite fait aux suricates, où il y a toujours, chez les suricates, il y a toujours une sentinelle, donc tout le monde va faire sa vie autour, et il y a toujours une sentinelle qui est aux aguets tout le temps pour prévenir tout le monde si jamais il y a un danger, pour que tout le monde puisse rentrer dans le terrier. Les bébés primates, ils sont faits pour que s'il y a un danger, le bébé grimpe sur le dos du parent le plus costaud, le plus proche à ce moment-là, et d'ailleurs c'est pas toujours son parent, il va grimper sur le dos du primate le plus proche de lui, pour que le primate, lui, le plus proche, enfin le mammifère d'ailleurs, hein, parce que des marsupiaux, le marsupial le plus proche et le plus solide, le plus valide, puisse courir soit très loin, soit se mettre en hauteur pour se préserver du danger. Donc être en hauteur, être bercé, être comme ça, mis dans les bras ou sur le dos ou dans un moyen de portage, c'est un moyen pour le cerveau primitif du petit être en développement qui, lui, je vous le rappelle, a un cerveau totalement primitif au début de sa vie. Son seul but, c'est la survie. Le cerveau n'est programmé que pour la survie. Donc du coup, le fait d'être porté, c'est ok, je suis en sécurité, je suis en hauteur et en plus on bouge. Je suis hors de danger, c'est bon, je peux me détendre. Mais rester comme ça... Faut pas très bien où sont les informations. Surtout qu'un bébé, comme son cerveau est archaïque, primitif, il a besoin de ressentir les choses pour comprendre, pour que tout son corps comprenne qu'il est en sécurité. Donc si tu restes comme ça, même s'il est en hauteur, en quoi il va comprendre qu'il est en sécurité puisqu'il ne bouge pas ? Potentiellement, ça veut dire quoi? Qu'il est sur une branche d'arbre morte et que le prédateur peut venir l'attraper. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens d'un point de vue anthropologique, d'un point de vue évolutif, d'un point de vue neurologique, ça n'a strictement aucun sens en fait. Pareil, non-sens, non-sens. Et en plus, je crois bien avoir appris durant mes études que certaines expériences, bien malheureuses d'ailleurs, hein, on ne les referait pas aujourd'hui, soyons très très clairs, mais menées entre autres par le roi Frédéric II, et je vous remettrai des liens si vraiment vous avez envie de vous faire peur et d'aller lire ces retours d'expérience, mais des expériences qui ont été menées. Il y avait donc le roi Frédéric II au XIIIe siècle, il me semble que c'est lui, hein, qui voulait absolument connaître le langage de Dieu, et donc il voulait ils avaient pris un panel d'enfants, qui était abandonné bien sûr, et en fait il avait ordonné qu'aucun soin ne soit prodigué à ces enfants. Vraiment, juste on les nourrit, on les change, basta, pas d'interaction, on ne leur parle surtout pas parce que du coup son but était de découvrir le langage de Dieu, quelle langue parlait Dieu, si c'était le latin, parce qu'à l'époque on parlait latin, c'était le latin, il voulait vraiment comprendre, mais les enfants se sont laissés mourir en fait. Pourtant on les nourrissait, on les changeait, on les laissait mourir. Il y a encore des psychiatres et psychanalystes comme Splitz ou Harlow dans les années 40 qui ont démontré qu'un enfant privé ou à qui on fournit le minimum syndical d'attention et d'échanges affectifs pouvait, une fois de plus, aller jusqu'à se laisser mourir. Il y a des études qui ont été menées. Il y a des bébés qui ont laissé leur peau pour qu'on comprenne tout ça. Donc je ne comprends pas en fait. C'est pas logique. C'est pas logique d'un point de vue développement. C'est pas logique d'un point de vue anthropologique de l'espèce que nous sommes, des mammifères et des marsupiaux. C'est pas logique d'un point de vue des expériences qui ont déjà été faites par le passé sur des nouveau-nés. Non, c'est pas logique en fait. Et il y en a encore beaucoup comme ça, des expériences à travers l'histoire qui nous ont démontré que le fait de ne pas répondre aux besoins proches de ces besoins, ça pouvait vraiment venir impacter au long cours, au long terme leur développement. Alors, bien sûr qu'aujourd'hui, on ne va pas mener ces expériences, bien sûr qu'on essaie d'être au plus proche de nos enfants, bien sûr que... Mais comment voulez-vous, un truc qui peut être très simple, comment voulez-vous que le sentiment de sécurité se développe si on ne répond pas aux plus proches? Alors, on ne parle pas d'enfants qui vont se laisser mourir, bien sûr que non, on n'en est pas là, heureusement. Et encore que, je vous dis dans les témoignages que j'ai reçus, il y a quand même des enfants qui ont été hospitalisés pour déshydratation, avec des gens qui leur répondent « Non mais persévérez, je vais demander à mes collègues infirmières, envie de mourir. » Donc comment... Enfin, voilà, pour en revenir à ça, ne serait-ce que le sentiment de sécurité. Comment se construit le sentiment de sécurité quand on a juste une main posée comme ça? À quel moment vous vous sentez soutenu, maintenu, écouté, entendu dans vos besoins et dans vos émotions quand quelqu'un va venir vous faire ça va aller. Ça revient à ça, hein. C'est pas ça dont on a besoin. À un moment donné où on est mal, où on a besoin d'un gros câlin, ou au moins que la personne soit à côté de nous caresse la main, nous touche, nous dit ça va aller, nanana. Mais quelqu'un qui vous fait eh poteau, ça va aller. Alors, je dis pas, il y en a à qui ça va suffire. Hein. Faut bien voir comment ils ont été accompagnés. Pas aux besoins, en tout cas, d'un bébé. Ça, c'est sûr. Je disais, malheureusement, je crains fort que certaines des personnes proposant des accompagnements pour les parents, pour faire
comprendre à leur bébé de dormir seul, je crains fort que ces personnes ne soient vraiment pas formées au développement neuroscientifique, à l'anthropologie, qu'ils n'aient même pas lu les histoires de ces études qui ont été menées sur des enfants, sur le lien d'attachement, sur le lien sécure des enfants. Je suis pas sûre qu'ils soient formés à tout ça en fait, pour dire ça. Enfin, à mon sens, non, c'est pas... Alors vraiment, si vous souhaitez devenir accompagnant ou accompagnante au sommeil, par pitié, formez-vous en fait. Formez-vous, reprenez des études, voilà, histoire Ou alors, accepter de dire bah ok, moi je peux accompagner des enfants au sommeil mais pas les enfants à l'été par exemple, pas les enfants dont les parents ont envie d'un maternage proximal. J'ai eu des retours d'accompagnement où les parents avaient bien précisé qu'ils n'avaient pas envie de stopper l'allaitement, pas envie de stopper le cododo, et pour autant l'accompagnement qui leur a été fourni, ça allait clairement dans ce sens. Et les parents ont mis le haut là. Enfin, j'en ai eu des tas, des retours d'expérience vraiment. Donc écoutez-vous vraiment. Alors je dis pas, c'est comme dans tous les milieux professionnels, il y a des super accompagnantes au sommeil. En l'occurrence, moi j'en connais 2. Je compte en intégrer à la Gaia Family, qui est la plateforme qu'on a ouverte, qui a été créée par des femmes, pour les femmes, de leur premier cycle de règles après la ménopause. Et donc en l'occurrence, on s'occupe aussi des jeunes parents. Il y a des consultantes IBCLC qui sont déjà là, il y a des naturopathes, et je me pose de plus en plus la question que d'intégrer des accompagnantes au sommeil vraiment dans le panel qu'on va pouvoir fournir. Voilà, c'est comme dans tous les jobs, il y a des professionnels qui sont super, qui font super bien leur taf. Comme je vous disais, moi j'en connais très bien formés, vraiment génial, qui ont des bonnes formations solides pour accompagner des parents allaitants dans le sommeil des bébés. Voilà, si à un moment donné vous sentez que dans votre instinct ça coince, vous dites ah non, là je le sens pas, n'insistez pas en fait. Je sais que certaines demandent de très gros prix, j'ai eu des retours de prix aussi qui m'ont fait halluciner. Je sais qu'il faut parfois payer d'avance, que c'est pas remboursé si vous abandonnez, mais je crois qu'il vaut mieux perdre un peu d'argent et écouter notre instinct et vraiment écouter notre bébé et écouter ses besoins et aller chercher ailleurs si vraiment ça vient impacter nos limites, parce que je peux comprendre que le sommeil impacte nos limites, je peux comprendre qu'on n'est pas préparé à ça, c'est surtout ça, on n'est pas préparé à cet impact-là, on n'est pas préparé à la déconstruction que ça va demander, on ne nous prépare pas à tout ça, on nous prépare avec des moules, des cases préétablies en nous disant que ça va être comme ça, les magazines nous disent que ça va être comme ça, les émissions télé nous disent que ça va être comme ça, ta famille te dit que ça doit être comme ça, et qu'en réalité, c'est pas vrai, t'es pas vrai. Personne te dit la vérité, personne te dit que tu vas en chier. Personne ne te rappelle, ou très peu de personnes te rappellent que le sommeil c'est un développement neurologique. Donc quoi que vous fassiez, que vous allaitiez, que vous donniez du lait infantile, que vous fassiez du cododo, que bébé dorme dans un lit à barreaux, que son lit soit dans votre chambre, que son lit soit dans une autre chambre, que vous ayez donc une chambre parentale, genre lit soit dans sa chambre, qu'il soit diversifié, que tout ça, on s'en bat les steaks, mais alors complet, parce que ça n'impacte en rien, mais alors en rien du tout, le sommeil d'un bébé. C'est une maturation neurologique. Donc tant que les neurones ne seront pas matures pour l'acquisition du sommeil, rêvez pas, ça va être la merdasse pendant un long moment. À savoir que l'acquisition du sommeil tel qu'on l'entend en tant qu'adulte dans notre société actuelle européenne, occidentale, et je précise parce que ça ne se passe pas comme ça partout pareil dans toutes les cultures, c'est vers 5-7 ans, c'est-à-dire avec le début de la gestion des émotions. Et ça aussi, c'est quelque chose d'ultra logique. C'est quand même beaucoup plus facile d'appréhender les nuits, d'appréhender le noir. C'est-à-dire que dans le noir, vous vous retrouvez seul face à vous-même, vous vous retrouvez seul face à vos appréhensions, à votre partie la plus sombre. C'est quand même beaucoup plus facile d'appréhender cette partie-là quand on commence à savoir gérer ses émotions. Avant, c'est hyper compliqué. Et même nous, en tant qu'adultes, faut pas se mytho. Les fois où on se réveille parce qu'on a fait un cauchemar, on secoue notre conjoint ou notre conjointe pour lui dire j'ai fait un cauchemar, fais-moi un gros câlin. Pourquoi on demande la lune à des bébés entre 0 et 6 mois, ils n'ont même pas encore fait un cycle complet, c'est-à-dire 9 mois dedans, 9 mois dehors. Et en fait, c'est pas le sommeil des enfants qu'il faut regarder, c'est comment fonctionne notre société. C'est-à-dire que vers 2 mois et demi, 3 mois, là où on parle encore de mise en place de la lactation, je ne parle même pas du sommeil, je parle de mise en place de la lactation, on demande à des parents de retourner travailler. Et les parents, effectivement, avec des nuits anthropologiques d'un bébé qui se réveille parce que c'est normal, parce qu'il a besoin d'être sûr qu'il y a quelqu'un près de lui pour le sauver si jamais il y a un prédateur, parce que d'un seul coup il fait noir et qu'il n'y a plus de bruit, c'est un phénomène qui est normal dans le développement des enfants. Et ben oui, on est fatigué en tant que parent, mais c'est pas notre bébé le problème. Il n'a pas de problème d'endormissement, il n'a pas de problème du sommeil, lui il fait que son comportement normal de petit primate, de petit marsupial qui s'assure qu'il y a quelqu'un pour le sauver la nuit. Lui, il est complètement dans son développement normal. C'est le rythme qui est imposé par la société aux jeunes parents, qui lui n'est pas normal et ne permet pas
un accompagnement physiologique, anthropologique, du développement neuronal, naturel et normal du bébé, en termes de sommeil, mais pas que. Et franchement, je vais pas vous mentir, hein, dans le milieu de l'allaitement, j'en ai parlé avec d'autres collègues, des consultantes IBCLC ou quoi, on en a franchement marre de ramasser les pots cassés, parce que, je vous dis, on récupère parfois des parents où l'allaitement a été foutu en l'air par ce genre de méthode, parce que je vous l'ai dit, hein, pour l'endormir, il faut pas le mettre au sein, parce que ça va créer de mauvaises habitudes, c'est un faux ami. Donc on a des lactations en berne parce qu'il n'y a plus de tétée la nuit, alors que c'est là où le taux de prolactine est le plus efficace, enfin le plus haut la nuit, puisque la prolactine, c'est l'hormone qui gère la production de lait, qui va dire vas-y mon grand, envoie la production, on a besoin de lait. Et le taux de prolactine, il est le plus haut entre le coucher du soleil et le lever du soleil. Et je ne donne pas d'horaire parce que ça change en fonction des saisons. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas aux parents. Donc, il y a tous ces phénomènes-là où nous, derrière, en fait, en tant qu'accompagnante, ou les consultantes IBCLC, ou les accompagnantes holistiques en allaitement, ce que moi je fais, on ramasse des parents derrière parce que la lactation a été foutue en l'air, parce qu'il y a des baisses de lactation, parce qu'on n'a pas amené le parent à, certes, peut-être, effectivement, avoir un sommeil plus apaisé, etc. Mais tout en tenant compte de l'allaitement. Et en toute franchise, on préférait accompagner des parents pour d'autres raisons que ramasser les pots cassés d'accompagnement qui ne prennent pas en compte la dimension holistique, j'allais dire, d'un enfant, d'un bébé, et de ses parents. Je peux vous assurer que des parents m'ont fait part de plans d'organisation pour mener à bien un sommeil qui vous répartit vraiment la journée par étapes. Mais les gars, je suis d'une famille de militaires, j'ai l'impression que j'ai l'impression d'être à l'armée, quoi. Et venant de moi, je suis d'une famille de militaires, hein, je sais de quoi je parle. Hein. Quand je vois le truc, telle heure tu te lèves, telle heure premier repas, telle heure première sieste, telle heure repas du midi, telle heure sieste, telle heure qui dure tant de temps. Non mais attendez, mais n'importe quoi. Quand je vois que dans certains tableaux, on te dit qu'un enfant entre 4 et 7 ans, il a encore besoin jusqu'à parfois 30 minutes de sieste, jamais je propose 30 minutes de sieste à mes deux enfants qui ont 7 et 5 ans, mais qui encore il n'y a pas si longtemps que ça, rentrée donc entre le 4 et 5 ans, ma fille elle a 5 ans, elle est encore dedans, jamais je lui propose une sieste de 30 minutes, elle va me tuer. Elle va me dire mais tu me prends pour qui? Non, parce que c'est pas son rythme, parce que des enfants, il y a un truc aussi qu'il faut prendre en compte, un enfant comme il est dans son cerveau primitif, il vit avec la nature, il vit avec la luminosité. Donc éventuellement dans la journée, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de nuit là. Hein. Là au moment où je tourne, il n'y a pas de nuit. Comment vous voulez que je propose à ma fille une sieste de 30 minutes? Oui, tu fermes les volets, tu fermes la porte. Non, biologiquement son horloge interne, il fait jour, donc elle joue, elle s'éclate. Ah par contre, arrivé à l'heure du soir, quand le soleil commence à décliner, en hiver, facilement, à 4h on prend le repas du soir, à 17h ils sont couchés. Hein. En même temps, en hiver, à 17h il fait noir. Et pendant longtemps, alors maintenant ils sont un peu plus grands, mais pendant longtemps, mes enfants, et en plus, bon, je sais pas, ils portent des prénoms qui sont en rapport avec le soleil, la luminosité, peut-être que ça joue et ils portent très bien leur prénom, je n'en sais rien, mais pendant très longtemps, j'en avais discuté avec une autre maman qui est maman de famille nombreuse et effectivement c'est elle qui m'avait fait réagir là-dessus en mode mais en fait parce que j'étais très surprise qu'en hiver elle fasse manger ses enfants si tôt, qu'ils soient déjà dans leur chambre si tôt, j'en avais parlé avec elle, là où moi je me débattais complètement pour endormir mon fils à des heures qui en fait lui correspondaient pas du tout. Et quand j'ai compris que mon fils en hiver n'avait pas du tout le même rythme qu'en été, et potentiellement ça veut dire que du coup, l'école, tout ça, ça colle pas non plus au rythme, hein. Voilà, je lis ça là. Mais ça s'est passé vachement mieux en fait. Et oui, en hiver, il se couche extrêmement tôt. Ça peut paraître extrêmement tôt. À l'inverse, nous qui avons l'habitude de voyager, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous savez qu'on est un peu globe-trotteur. Quand on est dans des pays de type Martinique, où il fait jour à 6h, il fait nuit à 18h, c'est tous les jours, toute l'année, c'est tout le temps, c'est comme ça. Ah mais je peux vous assurer que les enfants dorment hyper bien là-bas. À 18h, on rentre des activités parce qu'il commence à faire nuit. On mange, 21h, tout le monde est au lit. Et tout le monde se lève à 6h. Mais la nuit tombe toujours à la même heure. Quand on est ici en métropole, l'heure, la luminosité change en fonction des saisons. Ce qui n'est pas toujours le cas partout, mais ici en l'occurrence en métropole, oui. Observez vos enfants. Vous allez voir qu'en hiver, ils sont plus rapidement fatigués. Vous les récupérez vers 16-17 heures, déjà ils commencent à être à moitié comme ça. Limite, vous pourriez les coucher. Mais on va vous dire, oula, non mais là il va faire une sieste, il va plus se coucher à 8-9 heures. Non mais 8-9 heures, c'est pas son rythme, il fait déjà nuit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est écouter votre... Et si vraiment vous faites un accompagnement parce que vous sentez que vous en avez besoin, et pourquoi pas, je peux comprendre qu'il y ait des parents qui aient besoin de ça, tournez-vous vers des personnes formées en allaitement, en tout cas pour les parents qui allaitent. Même si vous êtes en mixte, tournez-vous vers des personnes formées en allaitement, vraiment. Et il y en a, et ça existe. Et
je vous mettrai des références en barre de description. Parce que vraiment, moi, j'en peux plus là. Ça me tue de voir des personnes qui utilisent la détresse des parents pour vendre de mauvais services. Franchement, je l'avoue, j'en peux plus. Hein. Avec tout ce que j'ai lu comme témoignage ces derniers temps et de programmes qu'on m'a fait découvrir et de tout, je peux plus, voilà. Surtout que ça a des répercussions dont les accompagnantes, là, ces fameuses accompagnantes n'ont même pas conscience, en tout cas sur les parents allaitants. Enfin voilà, il y a des histoires que j'ai vues, c'est pas possible. En venir à devoir aller à l'hôpital parce que son enfant est déshydraté, ça colle pas les gars, ça colle pas. Et je suis consciente que le sujet du sommeil, c'est un sujet qui est sensible pour beaucoup de parents. Vraiment, je peux comprendre. Mais voilà, si c'est votre cas, faites-vous accompagner par les bonnes personnes. La plupart des IBCLC aussi pourront vous accompagner sur le sommeil de vos bébés. Il y a des très bonnes accompagnantes au sommeil aussi. Mais voilà, on va être clair, le sommeil d'un bébé, et ben vraiment faire attention à ce que vous allez choisir comme type d'accompagnement. Voilà, moi je veux bien que vous me mettiez en commentaire comment ça s'est passé pour vous, comment vous gérez ça, comment vous gérez le sommeil ou pas d'ailleurs, est-ce que vous le gérez ou pas, est-ce que vous avez fait appel à des accompagnantes, si oui pourquoi, est-ce que ça vous a servi, pourquoi ça vous a servi, pourquoi ça vous a pas servi, enfin voilà, on échange vraiment autour de cette thématique dans les commentaires de façon bienveillante comme toujours. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Bien sûr, c'était une vidéo où j'ai un peu plus râlé, mais je vous promets, je râle pas toujours, hein. Mais là franchement ça avait besoin de sortir. Et puis moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.